Mais je voudrais rappeler que c'est un groupe de personnes, une minorité de personnes qui décident sur la question politique de la nation. Oui ou pas non. Sans connaître le contenu, les vrais contenus de la Constitution ou du texte qui a été rédigé. C'est encore plus important lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution. Ce sont ces mêmes personnes qui ont participé à la rédaction qui vont encore se soulever pour dire non, cet article, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, comme le cas de la Constitution actuelle. Ils vous disent que c'est la Constitution de belligérants, mais ce sont ceux qui étaient là. Encore, ils nous frustrent quand il s'agit de parler des articles. Ils disent que tout le monde n'est pas juriste. Même si vous êtes juriste, tout le monde n'interprète pas la loi et tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Alors, qui fait quoi? Ne sachant pas ce que vous avez déjà prévu dans la Constitution, vous nous demandez d'aller dire oui ou non. J'ai demandé aux gens, vous faites quoi? Ils disent soit vous votez oui, soit vous votez non. Il fallait attendre mon père pour qu'il m'explique, en fait. Mais m'expliquer ne suffisait pas parce que lui n'était pas juriste. Il ne connaissait pas le contenu de la Constitution. Les juristes, ils sont pour beaucoup dans cette question. Il y a également la manipulation politique comme inconvénient. Dans le cas où l'exécutif a le pouvoir de déterminer les circonstances justifiant la tenue du référendum, celui-ci pourra en faire usage comme instrument politique qui servira les besoins du parti au pouvoir et non pas l'intérêt de la démocratie. Il y a également la polarisation politique et le coût. Les électeurs ne sont pas toujours en mesure ou n'ont pas toujours l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée sur la question et les enjeux. Et en lieu et place, ils peuvent prendre une décision qui n'est pas éclairée, fondée ou une connaissance partielle ou les éléments non pertinents. Je viens de le dire tout à l'heure. Comment vulgariser alors les référendums? Les référendums est un mode de vote. Comme je l'ai dit, que beaucoup de Congolais, les communs des Nantais ne connaissent pas. Il va falloir beaucoup d'efforts pour pouvoir les vulgariser. Comme cela a été énoncé, je suis de la commission Justice et Paix. Et dans cette structure de l'Église catholique, nous travaillons sur terrain avec beaucoup de thématiques liées à la justice et à la paix. En cette matière de vulgarisation, les canaux et techniques que nous utilisons habituellement sur le terrain sont la sensibilisation, les campagnes, les conférences et débats, les affiches, les CNET et les médias. Chacune des techniques est adaptée et choisie en fonction du groupe social qui est ciblé, tel que les jeunes étudiants, les jeunes désœuvrés, les femmes, les enseignants, les personnes analphabètes et alphabètes, etc. Le choix de la technique appropriée est aussi largement tributaire des ressources financières dont la CDJP parvient à disposer. Parfois, certains Congolais pensent que les Congos, c'est Kinshasa. Si on peut utiliser les médias ici, imaginez-vous dans le coin où il n'y a pas de médias. Ou pour voir une télévision, c'est tout un quartier, il faut donner 500 francs. Et souvent, c'est pour le match. Vous n'avez pas accès aux médias. La radio, c'est deux ou trois personnes qui en ont. Comment vulgariser les référendums dans ce coin de pays? Le regard critique des élections. Je m'avais cité. D'une façon générale, le vote est un devoir civique connu de tous. Mais il n'en a pas un. L'alliance du référendum, comme je l'ai dit. En effet, l'importance du référendum est articulée au terme du titre 5 de la Constitution qui traite des institutions d'appui à la démocratie. En effet, l'article 211 de la Constitution stipule en termes spécifiques l'importance de la Commission électorale nationale indépendante, en spécifiant que celle-ci est une institution qui est dotée de la personnalité juridique. La mission spécifique de la CENI est exclusivement propre à la CENI. Il n'est pas assumé conformément à une autre institution.
institution étatique. La CENI n'est soumise à la tutelle d'aucune autre institution, telle que la présidence de la République ou le ministère de l'Intérieur, ni aucune autre agence ou service sécuritaire intérieur ou extérieur de l'État. La CENI est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de référendum. La CENI assure la régularité du processus électoral et référendaire. J'aimerais encore souligner quelque chose que je trouve important avec la CENI. Vous avez été très nombreux, vous étiez présents quand il s'agissait de faire la proclamation des résultats de vote. On parle de l'assurance de la tenue du référendum par la CENI. C'est la même CENI que nous avons vu, les gens ont décrié parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient soit triché, soit volé au cours des élections, qui sont restés impunis jusqu'à ces jours. Vous imaginez parmi lesquels les personnalités du pays que vous connaissez bien. Et si on dit que la CENI doit assurer la régularité, pensez-vous que cette CENI a encore la confiance de la population pour pouvoir espérer à une bonne régularité du référendum? Qu'est-ce qui va nous rassurer qu'à la place de oui, ils n'ont pas mis non? Du moment que nous avons été tous présents, quand il fallait proclamer telle personne, c'est telle autre personne qui a été proclamée. Quand il fallait attendre la suspension de telle institution, c'est la CENI qui prend le devant et ainsi de suite. Est-ce que la CENI est aujourd'hui, actuellement crédible? Pour finir, le référendum qui a eu lieu en 2005 a presque eu 85% de oui votés par la population. Est-ce que le oui reflétait sincèrement le vouloir de la population? Même alors, est-ce que la population connaissait vraiment le contenu de la Constitution? Point d'interrogation. En guise de conclusion, je dirais qu'il faut sans doute sensibiliser la population sur la nécessité de doter notre pays d'une nouvelle classe politique, comme c'est devenu la mode de le dire surtout parmi les jeunes. J'irai en outre beaucoup plus loin en déclarant que nous devons faire œuvre utile en mettant carrément les politiciens congolais actuels hors d'état de nuire. Les jeunes qu'on veut remplacer aussi, il faut poser la question de savoir est-ce qu'ils sont prêts? Ils sont prêts à avoir une nouvelle classe politique. Moi, je me dis parfois, on est jeunes, mais il suffit seulement qu'on nous donne 100 $, on sera derrière un ministre en train de chanter, danser. Est-ce que nous sommes réellement dignes de faire une nouvelle classe politique et une bonne classe politique? On dit qu'il faut renouveler la classe politique, mais avec quelle élite? Est-ce que nous avons une élite capable de prendre des choses en main aujourd'hui? Ainsi, je vous remercie. Votre brillante intervention avec deux questions, mais je réponds en état de la vieille classe politique. Et la deuxième se prête à prendre la relève. On y reviendra. Pour cette première séance et celle de M. l'abbé Gila, Georges, dont le sous-thème est place de l'éthique et de la morale comme fondement d'une société juste et prospère pour tous ses habitants et comme pierre angulaire pour transformer la RDC en Eldorado africain. Visiblement
Non. Les communications que nous avons reçues, je rappelle que nous en avons eu au Bukavu et une en présentiel avec Mme Moyo qui représentait la grande PDG. Je suis Lutumba Mungenge, assistant du deuxième mandat au CIDEF, Kinshasa. Je suis apprenant en DS à l'UNIKIN, mais aussi je suis avocat au barreau de Kinshasa Mateka. En fait, je m'inscris dans une logique d'intervention qui, en premier temps, explique un peu le questionnement, mais j'aimerais plutôt, si vous me le permettez, intervenir par rapport au thème central. Alors, j'ai simplement constaté que pour cette première série, le thème central n'a vraiment pas été abordé en profondeur. C'est une lecture, tout en saluant d'ailleurs les intervenants, particulièrement le modérateur Pénan Nico à l'université en ce moment de Bukavu, par rapport au service militaire obligatoire, l'intervention qui a le plus retenu mon attention, parce que je constate que dans la marche de résolution de problèmes congolais, en tout cas c'est une solution qui vaut tout son pesant d'or. Alors, la technocratie, si vous me le permettez. Il est vrai qu'en RDC, pour accéder aux fonctions, il faut obligatoirement faire partie d'un parti politique. Ça, c'est un fait. Et si technocrate est recherché, c'est d'abord et avant tout, et j'ai mis un point, dans le parti politique. À telle enseigne que s'il y a une compétence qui est recherchée quelque part par rapport à un poste et qu'il faille recourir en dehors du parti politique, ça devient une équation. Auquel cas d'ailleurs, les acteurs politiques peuvent évidemment entrer dans une sorte de ligne. Et à la limite, il y a même une sorte de défaut en écriture qui est commis dans la plupart des cas. C'est que vous verrez qu'il y a un technocrate qui est extérieur à un parti politique, mais on va faire le document, on va antidater pour qu'enfin il soit considéré comme membre d'un parti politique, et voilà, il passe. Et la question que je peux me poser, technocrate, oui, mais où le trouver? Parce que même quand nous allons à l'université, disons-le, il y a ce problème qui subsiste. Qui est technocrate? Est-ce le professeur qui enseigne des cours d'économie? Et c'est là d'ailleurs qui m'amène à poser une question, ça sera d'ailleurs la seule. On a l'impression comme si ce qui est enseigné à l'université ne corrobore pas avec les solutions attendues par rapport aux problèmes congolais. L'intelligence en soi, c'est résoudre le problème. Ça, c'est un fait. C'est résoudre le problème. Mais le problème, nous en avons assez. Et lorsque l'on regarde de l'autre côté, même si on parle de technocratie, qui devra donc faire repenser la gouvernance actuelle en République démocratique du Congo, mais qui sont au gouvernement pour l'instant? N'est-ce pas le professeur? N'est-ce pas le professeur de grands noms? Alors, est-ce qu'il faille cette fois-là réfléchir sur cette technocratie, le personne disposant des connaissances devant faire changer les choses? Où devrions-nous les trouver? Personnellement, officiellement, je ne fais pas partie d'un parti politique. Mais peut-être que j'aurai une compétence qui peut faire en sorte que l'on puisse résoudre un problème. Mais qui va
mais les personnes, parce que nous ne faisons pas partie d'un parti politique. Alors la question, c'est peut-être adressée à tous les intervenants et qui peuvent répondre. Est-ce que le problème ne se retrouve pas au niveau du type d'enseignement? C'est en fait ça, merci. Il cabinet officiel, cabinet des services politiques. Ma question, je peux l'adresser à Madame Pauline par rapport à son intervention. Quand vous demandez s'il faut récupérer la classe politique, est-ce que c'est possible dans un contexte où actuellement les jeunes sont plus formés pour être des scientifiques, pas pour être des professionnels? Et vous allez comprendre que ce renouvellement-là plutôt devient un prétexte au lieu d'être une fonctionnalité. Voilà ma question. Merci beaucoup pour la parole pour la parler. Et avant toute chose, je tiens d'abord à présenter toutes mes civilités à tous les intervenants qui ont présenté leurs interventions avec brio, et plus particulièrement à Madame Boyo. Je suis Grégory Tabakoula, assistant et apprenant en DSDA à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Le prénom, s'il vous plaît? Grégory Taba. Grégory Taba. Grégory. En fait, je tiens à féliciter Madame Boyo pour son intervention, qui s'est fait plutôt avec une haute facture. Mais qu'à cela ne tienne, c'est la science, comme l'a dit Virginie, elle n'a pas de limite. Elle ne se repose pas plutôt sur une roche, mais plutôt sur une marécage. Donc disons, nous pouvons à tout moment faire des recherches et puis avoir de nouveaux résultats. Et sur ce point, je m'en vais un peu porter un avis par rapport aux inconvénients qui a été développé par Mme Boyo. Elle nous a dit le référendum avait comme inconvénient l'absence de la clarité du contenu du texte qui est demandé aux citoyens de voter par oui ou par non. Par là, je ne suis pas le même avis avec Mme Boyo. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous rendez compte du référendum qui s'est passé vers les années 2003 et vers 2005, pour arriver à cette constitution de 2006 qui a été adoptée plutôt révisée en 2011, vous allez vous rendre compte que cet élément ou cet inconvénient qui a été développé par Mme Boyo n'a pas eu son pesant d'or. Pourquoi? Parce que le contenu du texte de la Constitution de 2006 a été vulgarisé, prédit ou multiplié en toutes les langues nationales, à Kikovo, à Lingala, en Chiba, mais aussi en Swahili. Ce texte a été mis aux portées de la population ou des citoyens qui le sont. Et j'étais bon, il a dit, à cette époque, il n'avait pas une certaine maturité parce qu'il attendait son père pour avoir plus de clarté. Mais je tiens à signaler que ce texte avait bel et bien respecté les conditions d'un référendum, à mise au point du texte par les citoyens pour qu'ils prennent connaissance. Donc, c'est la science, elle n'a qu'à plutôt à se renseigner. Et sur ce, je l'envoie d'ailleurs un article qui a été rédigé par nous sur un regard sur la révision fonctionnelle en RDC, principes et perspectives. Merci beaucoup. Et je veux plus répondre à la question de savoir si la CENI est-elle réellement crédible. Moi, je dirais en tant que citoyen congolais, oui, la CENI est tellement crédible, mais c'est une question d'éthique, comme l'a dit le professeur Sébio. Donc, ce n'est pas la CENI en soi qui est un élément ou un problème, mais c'est une question de personnes qui gèrent au moins la CENI. Donc, comme elle a lancé un SOS pour rechercher la jeunesse, c'est maintenant à ce niveau-là qu'il faut chercher des jeunes qui ont un certain moral ou éthique pour éradiquer les problèmes qui se trouvent actuellement en RDC. Au-delà de cette question, monsieur le modérateur, on va vulgariser le référendum. Je dirais à cette question que le référendum, une fois de plus, n'est pas un concept qu'il faut réellement vulgariser parce qu'il vaut de pair avec les élections qui sont des concepts bien maîtrisés par les citoyens congolais. Mais ce qui est plus demandé, ou ce qui est plus souhaité qu'il soit vulgarisé, c'est le contenu du texte qui fait office ou qui fait
raison du référendum. Donc, à cette question, ce n'est pas le référendum qu'il faut vulgariser, mais c'est plutôt les textes faisant objet du référendum qu'il faut plus réviser. Voilà un peu ma contribution par rapport à ce qui a été développé par Mme Boye. Je vous remercie. Question. Nous revenons ici. Oui, apparemment, les jeunes ne reviennent pas. Ce sont les jeunes qui sont déjà dans la profession qui sont préoccupés. Oui, allons-y. Merci d'abord. Je suis Yannick Kazandi. Je suis avocat et analyste politique indépendant. Vous allez savoir quelle est actuellement la nécessité et l'opportunité de parler d'un référendum lors d'une partie du territoire national et occupé par la nouvelle qui sème la terreur et la désolution. Est-ce qu'il y a-t-il nécessité ou opportunité de parler du référendum maintenant pendant que les opérations sont tournées vers la sécurité nationale? Deuxième question. Ce qui m'a précédé a bel et bien apporté un éclaircissement sur la vulgarisation non pas du référendum, mais plutôt du texte à soumettre au référendum. Alors, puisque mon attention est beaucoup plus focalisée vers l'Est, je pose la question, quels sont les mécanismes prévus par les ministres catholiques ou les initiateurs de ce référendum pour vulgariser en fait ces textes au niveau des territoires qui sont en insécurité où on n'a pas accès. Et la dernière question, ce n'est pas une question, mais c'est peut-être un apport. Dans les justices en madame, elle est trouvée ici. Faire partie de la classe politique actuelle pour la remplacer par une nouvelle classe politique, avec quelle limite? Je pense qu'elle peut se faire confiance en elle-même, mais également faire confiance en nous. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes suffisamment matures, nous avons été formés pour ça. C'est-à-dire que nous sommes prêts à prendre des responsabilités à la hauteur de répondre aux besoins des citoyens. Voilà mon question. Merci. La dernière question, nous sommes obligés de rentrer là-bas. L'écologie peut et aménagement du territoire. Ma question s'adresse à l'intervenant qui a parlé sur qui s'est passé sur les réserves pour faire la réserve en armée. Mais normalement, avec la technologie qui s'est développée, puisqu'on met seulement des on forme beaucoup de militaires qui sont aujourd'hui réservistes. Ça ne va pas tenir. Dans d'autres pays, ils ont développé une méthode comme j'avais dit sur les images. En Chine, il y a maintenant des robots qui vont commencer à leur aider au lieu d'exposer les gens. Les gens peuvent être là seulement pour la manipulation, étudier des gens qui peuvent les aider à bien gérer leur pays. Ma question c'est vraiment qu'on doit aussi penser à développer notre technologie comme dans d'autres pays, au lieu de se donner seulement. Ok. Merci, professeur. Je vais essayer, avec votre permission, de réagir sur toutes les questions et puis ensuite les autres collègues intervenants vont aussi réagir. Je commencerai par rappeler ce que j'avais dit dans la présentation de la méthodologie, que ceci n'est pas une conférence à la manière habituelle de poser des questions et d'attendre des réponses de la part de l'intervenant. Nous sommes intéressés plus par l'apport constructif de chacun de nous à la problématique que nous débattons aujourd'hui. Alors, je vais
brosser un peu tout ça à travers les questions qui ont été proposées. Et je rappelle à ceux qui souhaitent que leur observation soit prise en compte dans le volume qui va publier tout ça, d'écrire, s'il vous plaît, ce que vous avez dit oralement, bien que c'est enregistré, mais ça va nous permettre, ça va nous faciliter la tâche pour compiler tout ça. À la question posée par M. Lutumba, qu'est-ce que c'est que la technocratie? La technocratie, ce n'est pas, ne signifie pas être technocrate, pas forcément celui qui a un diplôme, celui qui est professeur d'université. Entre la différence entre, quand on parle de gouvernement de technocratique, le terme ne vient pas de nous. On parle de gouvernement technocratique. L'article posé qui est composé et dirigé par des politiciens, c'est-à-dire des personnes. La politique est une définition générale, c'est l'art de gérer la cité. Mais ils ferment tous. C'est pour ça que l'Église catholique parle. Alors, je pense que ça va la question de M. Kazadi sur l'opportunité d'organiser un référendum parce que, alors qu'une partie du territoire est sous l'occupation des rebelles. Je retournerai d'abord sur la réalité de la question. M. Kazadi se souviendra que les élections en 2023, alors que les rebelles occupaient déjà Ghana, le 20 décembre 2023, M. Danga avait déjà pris la tête de la rébellion. Donc ce n'est pas un argument qui vaille la peine d'être considéré, parce que les faits passés l'ont déjà démontré. Mais la réalité est laquelle? Nous sommes en train de tenir cette conférence avant que le peuple souverain, quand il décide, et les autres membres de notre société qui trouveront bien les moyens, et parce que ici, nous disons aussi bien aux rebelles qu'au pouvoir en place qu'il faut laisser le peuple faire exercer son pouvoir. Le pouvoir ne vous appartient pas, le pouvoir appartient au peuple. Vous êtes en train de vous disputer. Et nous, le peuple, on ne peut plus continuer à accepter que vous fassiez ce qui a été fait en 2003, que vous vous asseyez pour vous mettre d'accord sur les modalités de continuer à nous exploiter. Merci, professeur. Merci pour voilà la question de service. Merci. Si vous me donnez une minute pour finir sur le service militaire, qui est essentiel du service militaire, sécuritaire, et notamment le cas de la quand on parle de service militaire, obligatoire, donc, aux jeunes de choisir après, la notion du service militaire obligatoire, c'est que après
après, on décide que lorsque les jeunes ne sont plus à l'école, après, nous qui avons atteint un certain âge. Dans les pays où on applique ça, lorsque vous êtes à l'école et que vous avez atteint l'âge de 18 ans, qui est celui de la majorité, votre scolarité s'arrête en ce moment-là. Parce que vous allez maintenant être formé en tant que soldat. Et la durée du service militaire obligatoire peut varier et le cas que nous avons estimé le plus pertinent, c'est celui de la Corée, par exemple, où le service militaire dure 3 ans. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas vous êtes, disons, en formation et vous travaillez. On ne vous a pas dit vous venez parce que vous êtes criminel ou parce que c'est tous les jeunes, il n'y a plus après, et quand on commence dans notre pays, c'est-à-dire que lorsqu'on introduit ça, l'université, l'année qui suit, il n'y a pas d'université. Il n'y a plus personne qui entre à l'université. Ça va se régulariser avec le temps. Et tout le monde passe par le service militaire et tout le monde devient, après ça, vous êtes dans la réserve, ce n'est pas, et c'est le moyen d'établir l'égalité pour tous, et c'est aussi le moyen d'assurer que les parents des jeunes ne vont pas plus se préoccuper de savoir comment je vais payer l'université pour les enfants. Et c'est un mécanisme de redistribution efficace du revenu national parce que tout le monde est placé sur un même pied d'égalité. Et aujourd'hui, comme vous devez le savoir, les princes et aujourd'hui les princesses il n'y a pas un roi qui n'a pas été à l'armée. Et donc, ce qui est le privilège dans les royaumes devient la réalité, le privilège de tout le monde dans un pays qui veut émerger. Je vais vous arrêter le temps. Merci, modérateur, pour votre générosité. Merci, professeur. Merci pour votre contribution. Madame Boyo, vous avez un complément d'information à donner après cette intervention. Alors, je propose ceci. Madame Boyo va prendre la parole pour répondre à quelques-unes des préoccupations Et en guerre. Il est aussi important qu'on parle de ces choses quand une partie du pays est en guerre. Pourquoi? Vous allez vous rappeler que quand on parlait du changement de la Constitution, Bunagana était déjà pris par le rebelle. À un certain moment donné, on a l'impression que c'est Goma qui est plus une partie de la République démocratique du Congo que les autres États-Unis, notamment Bunagana. À l'époque, on parlait ici, on allait ça et là pour le changement de la Constitution, alors que Bunagana, la ville non loin de Goma, était déjà tombée. Alors, nous sommes parfois plus dans la distraction et que nous oublions l'essentiel. C'est après qu'on se rend compte qu'on était dans la distraction qu'il faut revenir sur la raison. Parfois c'est trop tard, comme vous avez vu les cas. Après Bunagana, c'est quand on prend Goma que tous les regards est fixé sur la partie est du pays. C'est comme si tous les autres villages qui étaient déjà pris n'étaient pas les villages de la République démocratique du Congo. Il est important qu'on en parle aujourd'hui, même demain, en ayant une partie sous occupation ou n'ayant pas sous occupation. Parce que les politiciens, ils ne sont pas dans votre logique. Et ils sont dans leur logique de changement ou de quoi que ce soit de la Constitution. Donc nous, on ne va pas leur laisser le moment, le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Nous, on essaie d'anticiper. S'il arrive que ce soit telle ou telle autre chose, est-ce que nous avons déjà pensé à résoudre cette situation? Est-ce que nous, en tant que Congolais, on a eu le temps de voir de notre œil de la société civile ce que peut être cette situation?
Donc, il est important d'en parler à temps et à contre-temps, parce que les politiciens peuvent nous surprendre à tout moment. Les mécanismes de vulgarisation. Comme je l'avais dit, l'Église catholique a des paroisses un peu partout. Il y a même des sous-paroisses. Même si vous allez dans les fins fonds de village, vous aurez l'Église catholique. Il suffit seulement qu'on donne le mot d'ordre et vous verrez l'information atteindre tout le coin. Mais comme je l'ai dit, on a parfois des moyens limités. Si vous pensez que le référendum est bien connu comme les autres scrutins, moi je suis en train de m'étonner. Parce que même lorsqu'il s'agit des élections de députés ou de qui que ce soit, il faut que le député eux-mêmes déboursent de leur argent ou de l'argent de l'État pour pouvoir expliquer, pour pouvoir se vendre. Est-ce que vous avez vu cela pendant qu'on a vulgarisé la Constitution de 2006, en 2005, notamment quand il faut parler du référendum? Vous avez vu cela? Comme je l'ai dit, si ça a été fait ici à la télévision, où vous avez eu des canaux qui ont propagé l'information, mais le nombre d'habitants de la RDC ne sont pas à Kinshasa. Les Congolais ne sont pas des Guinois. Kinshasa est la capitale, mais Kinshasa n'est pas tous les Congos. Ça, on oublie beaucoup. Alors, il va falloir poser la question de savoir, est-ce que le gouvernement met de l'argent pour pouvoir vulgariser les contenus, comme vous avez dit? Ici, ce n'est pas question du référendum, mais c'est les contenus. Je reviens encore. Moi, je ne suis pas juriste. Quand il faut rédiger la Constitution, c'est les juristes qui le font. Quand il faut donner des explications, c'est eux qui donnent des explications. Mais tous qui sont parfois politiciens, ils s'arrêtent où ils veulent pour leurs intérêts. Donc, s'ils veulent manigancer quelque chose, ils le font. Après, ils vous diront, cette constitution est la meilleure, parmi les meilleures constitutions qu'a eu la République démocratique du Congo. C'est eux. Mais quand ils veulent défendre ce qu'ils veulent, ils vous disent non, il faut impérativement changer la constitution, parce que cette constitution, c'est une constitution de belligérants. Mais ce sont ceux qui vont taper la poitrine pour dire, moi j'étais là. Mais pendant tout cette ambiguïté nous laisse un peu perplexes. Vous avez dit que c'est bon. Vous nous avez demandé de voter par oui ou par non. Nous l'avons fait. Maintenant, après quelques années, vous revenez pour nous dire que ce n'est pas bon. Et vous nous demandez de vous envoyer encore vous, cette minorité-là, réécrire et nous revenir. Qu'est-ce qui nous rassure qu'il n'y aura pas de piège dans l'écriture de cette nouvelle constitution? Voilà. Autre chose, la classe politique, le renouvellement de la classe politique. Moi, je suis la présidente de la cellule de jeunes de la justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa. Je suis également la vice-présidente du conseil communal de la jeunesse de la Gauche. Je connais comment nous on fonctionne. Il suffit qu'un politicien nous donne $1000. Il suffit. Je ne parle pas de tout le jeune notamment, mais je sais ce que fait la majorité des jeunes. Quand on te donne l'argent et tu suis les politiciens, je leur dis parfois, mais ils ont le pouvoir parce que vous êtes derrière eux. Il faut que vous désolidariser de ces gens-là. Quand on décrit que les choses n'avancent pas et vous êtes derrière eux, et quand ils viennent dans les quartiers, nous sommes là derrière eux. Et ils veulent ça. Quand ils vous donnent $100, $200, $300, nous sommes là et rien ne peut changer. Donc nous, on ne prend pas la position de dissocier de ces gens-là. Il n'y a pas de renouvellement des classes politiques. Je vais encore vous choquer. Tous ces gens que vous voyez être nommés, ce sont le petit de ces politiciens-là, le grand. Vous dites, viens dans mon cabinet. D'autres viennent dans mon cabinet. Si toi, tu n'es pas derrière quelqu'un, tu ne seras pas nommé dans un cabinet. C'est difficile que tu sois même nommé dans une entreprise publique. Les tests, c'est parfois compliqué. Et vous pensez que ces jeunes ont la possibilité, ont cette
et rejoindre nous qui faisons le pied et autre chose pour pouvoir avoir une classe politique de l'élite congolaise. Ça, c'est la grande question. Merci beaucoup. Merci madame. Mais comment faire renaître le pays quand les hommes ne renaissent pas? Les hommes doivent renaître, la base de faire renaître le pays. Merci. Et en ligne, est-ce que le prof Loura a une réponse à donner à la dernière question qui avait... Ils sont là. Il y a eu un petit souci technique, mais ça va pas se résoudre. Merci beaucoup. Je vais la préoccupation de notre ami, qui n'est pas vraiment une question à mon avis. Ça va plutôt dans le sens d'une recommandation et je salue cela de cette manière-là. Étant donné que sa question est à cheval entre la recherche dans l'armée et la formation. Parce qu'il souhaite qu'au-delà des ressources humaines physiques, on mobilise également la nouvelle technologie. Et je crois que j'ai insisté là-dessus en disant qu'il faut au préalable investir dans la recherche. Parce que les drones ou les robots qui sont envoyés sur le terrain militaire sont des produits d'une recherche qui a été faite au primaire. Donc au premier niveau, il faut que l'État investisse dans la recherche pour produire cela. Et lorsqu'il n'est pas capable de le produire, il faut les acheter. Et même à ce niveau où il faut acheter cette nouvelle technologie, il faut encore avoir une main d'œuvre qualifiée pour la manipuler. Parce que cela se passe sans dire, je crois. Il y avait des drones à l'aéroport de Goma, il y avait des drones à l'aéroport de Bukavu. Où sont-ils partis? Comment ont-ils été utilisés pour défendre ces deux zones? Donc la recherche, elle est au cœur de la question. Et au-delà de la recherche, les ressources humaines, les personnes physiques seront toujours là. La technologie ne remplacera jamais les personnes physiques. Il faut plutôt arriver à trouver un système qui combine les deux. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai appelé la professionnalisation de l'armée, elle passe aussi non seulement par la recherche, mais aussi par l'usage de la nouvelle technologie, y compris les robots, les drones, et ainsi de suite. Et tout ça suppose qu'il y ait un investissement conséquent dans ce secteur. Et tant que cela n'est pas fait, si la Chine déclare que notre ami à côté, la Chine a pu réussir, c'est parce qu'il y a mis des moyens. Et je me souviens de ce que je dis encore par rapport aux moyens. Il faut les moyens pour faire ça au Congo aussi. Et c'est l'idéal même, combiner les ressources humaines et les avantages offerts par la nouvelle technologie. Voilà un peu la réponse que je peux lui donner. Mais si vous permettez, je peux rebondir un peu sur la réaction du Congo par rapport à la manière dont il a présenté la question de la formation militaire vers la fin de son intervention. Je crois qu'il y a des éléments de sa communication que je voudrais quelque peu nuancer par rapport pour amener un peu dans le contexte de ma présentation. Le premier élément, c'est qu'au stade actuel du droit congolais, le service militaire obligatoire n'est pas encore organisé. J'ai signalé qu'il y a un projet de loi en cours, mais qui n'est pas encore adopté. Donc il y a un vide qui ne permet pas à ce qu'on procède au service militaire obligatoire, tel qu'il a expliqué, bien que la comparaison soit intéressante. Deuxième élément, c'est que, puisqu'il n'y a pas encore de service militaire obligatoire, c'est que nous sommes encore sur cette question sous le régime du volontariat. Et d'ailleurs, notre loi punit l'enrôlement des personnes contre leur volonté au sein de l'armée. Et donc, nous sommes encore sous le régime du volontariat. Parce que nous sommes sous le régime du volontariat, la communication qui est faite pour amener les gens à accepter d'entrer dans l'armée, le programme qui sont offerts aux gens pour être des bons militaires, les moyens qui sont investis là-dedans restent des mises. Parce que c'est la combinaison de tous ces éléments qui donne alors à la personne de décider de manière libre et suffisamment éclairée. La réflexion sera entre
lorsque nous passons de ce régime du volontariat vers le régime de la contrainte, tel que je souhaite, tel que nous le souhaitons peut-être tous, mais étant un état de droit, nous ne sommes pas encore capables, et donc nous parlons, mais nous réfléchissons aussi à tenir compte de l'état du droit, tel que au moment où nous parlons de la qualité du droit positif qui est mis en œuvre. Donc voilà un peu, tout en admettant la pertinence, la précision qu'il a donnée, je tiens à préciser ou à nuancer en disant que la communication qui a été faite autour de la notion de service militaire obligatoire était une communication orientée vers ce que les juristes appellent des lege ferenda, en prévision d'une législation à venir, et non pas des lege lata, pas en prévision de l'état du droit tel qu'il est aujourd'hui. Parce que l'état du droit tel qu'il est aujourd'hui ne nous autorise pas et ne nous organise pas un service militaire obligatoire systématisé. Mais nous avons fait allusion plutôt à un projet de loi qui va dans ce sens, étant un projet qui ne peut pas encore fonder des arguments solides des juristes. Et je pense qu'en discutant ce projet, on va capitaliser tous les éléments de comparaison que vous avez évoqués, notamment les cas de la Chine, ainsi de suite, les cas des pays qui nous font la guerre, on n'aura même pas peut-être d'aller plus loin, à côté au Rwanda, ainsi de suite, la formation est obligatoire, et donc on aura aussi bien puisé dans des exemples beaucoup plus proches qui subissent un peu l'effet du voisinage. Mais enfin, je vais revenir un peu, 2 mots seulement pour madame qui, à juste titre, a ouvert le débat du procès qu'il faut vraiment faire contre nous, les constitutionnalistes, parce que je suis. Vous avez raison, madame, d'ouvrir ce débat-là sur le procès contre les constitutionnalistes congolais. Je pense que le constitutionnaliste congolais est à refaire. Je ne sais pas si moi-même je dois refaire ma thèse, mais ce n'est pas le diplôme qui pose problème, mais c'est la personne. Et vous avez raison également de dire qu'il n'est pas possible qu'au sein d'une même personne cohabite à la fois la thèse et l'antithèse. Que nous soyons les mêmes qui défendons les vertus des constitutions, parce que nous avons révisé, et que nous soyons également les mêmes à nous positionner en première ligne, et à faire même des déclarations, lorsque nous devons déconstruire ces constitutions et proposer des faits. Et donc, nous parlons des technocrates, voilà un peu la lissée que peut être la limite des diplômes dans la définition de la notion du technocrate, parce que, un peu comme la patrouille, nous sommes en l'air lorsque nous avons nos grands diplômes, mais lorsqu'on nous pose par terre, nos ailes, les géants nous empêchent de marcher. Et je crois qu'il est important que nous puissions aussi, de manière plus éthique, concilier les chances que nous avons en développant nos thèses, nos théories de constitutionnalisme et la manière dont nous amenons la population à comprendre ce que nous avons fait et à aider l'État en tant que technocrate à évoluer. Donc, madame, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne sais pas, je dois dire que je me fais coupable, mais je suis peut-être de ceux-là qui estiment qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas un problème de formation, c'est un problème d'autre et il faut y songer aussi. Merci beaucoup. Merci professeur, merci à tout le monde. Et, effectivement, le problème de technocratie, voilà, le peuple vient de le dire à la fin, ce n'est pas un problème d'études, c'est un problème d'homme. Et quand on dit que c'est un problème d'homme, c'est un problème de la prise de conscience. La prise de conscience pour savoir que quand on a des responsabilités, c'est pour servir et non pas se servir. Que cela ne soit pas un slogan comme ça était le cas par le passé. Il est 16 heures. Je disais tout à l'heure qu'il n'est plus possible que nous puissions prendre la deuxième série des questions. Et si le prof Boy est en train de nous suivre, j'ai comme l'impression même qu'il est 16 heures, que la deuxième séance, sauf s'il y a une communication extrêmement importante en rapport avec le thème de cette activité. En ce moment-là, on pourrait l'apprendre, mais je crois, déjà on chuchotait à mes oreilles, 16 heures, si on doit
commencer cette deuxième séance, et bien, ce sera parti jusqu'à 19h. Et surtout pour ceux qui sont en présentiel dans les rues de Kinshasa ici, nous savons comment ça fonctionne. Et professeur, est-ce qu'il y a une stratégie que nous pouvons adopter pour atterrir en douceur? Merci beaucoup, professeur. Nous allons atterrir effectivement en douceur parce que le professeur Fumbu, qui devait faire la communication, est encore retenu dans une défense de thèse. Nous sommes en délibération. La Banque mondiale fait partie de cette deuxième séance. Nous sommes tous en mission et donc nous avons pratiquement aujourd'hui tout ce qui s'inquiétait que le programme était surchargé. Vous voyez, dans la planification, on avait peut-être tenu compte de ça. Il valait mieux avoir plus pour ne pas être pris de coup. Donc, maintenant, ce que je voudrais nous proposer, parce que c'est inscrit dans le programme, c'est de discuter du projet de résolution qui devrait former le résultat de cet échange fructueux que nous venons d'avoir. Les membres du comité scientifique, tout le monde suivait peut-être certainement attentivement les débats et il n'y a qu'un seul jusqu'à présent qui a réagi sur la plateforme concernant les propositions, le projet de résolution que j'ai soumis au comité scientifique avant de pouvoir en débattre en séance plénière. Quand je dis un, il y en a deux parce qu'il y a la maman Thérèse qui est à côté, qui a déjà vu. Donc, si les autres collègues qui ont regardé, ils peuvent jeter un coup d'œil rapidement sur la plateforme, ils peuvent se prononcer sur ce projet et nous allons alors le soumettre à une discussion complète. Le professeur, une petite réaction à tout. Oui. Oui, je voulais partager un peu plus de contraintes qui nous lient pour le moment. La première, c'est que par l'effet de décalage horaire, il est 17 heures passées à Bukavu. Et sur le plan réglementaire, les activités sont arrêtées à l'université à 16 heures. Nous avons mobilisé des étudiants et des membres du personnel qui ne devaient plus être sur le site. Et donc, nous avons déjà fait des rappels à l'université pour que poliment, on vous invite à mettre fin à l'activité au regard de la deuxième sécurité et les deuxièmes à la première, c'est que 17 heures ici, pour les gens qui doivent encore se déplacer, c'est déjà pratiquement 23 heures à Kinshasa à 1h du matin aux États-Unis. Donc comprenez que nous soyons écartelés entre ces deux contraintes, cette réglementaire et cette sécurité, qui nous oblige malheureusement à bien vouloir permettre aux gens de rentrer, surtout qui sont ici depuis 11 heures, c'est-à-dire 10 heures de Kinshasa. Par rapport aux documents qui devraient faire l'objet de discussion, je crois que par une petite expérience, je passe au contrôle, les documents comme ça, là, c'est trop tôt et peut-être nécessité de soumettre à une discussion en plénière. C'est peut-être encore plus intéressant, puisqu'il y en a qui viennent encore de l'obtenir sur cela. Moi, j'ai vu les messages, mais je n'ai pas encore fait. C'est peut-être intéressant qu'après ceci, on se réunisse pour définir les modalités d'enrichissement et éventuellement l'adoption de ce document. Il reste vrai que ceux qui voudront y participer, qui ne sont pas membres de ces collègues de scientifiques, peuvent toujours interagir
réagir par le canal que vous avez proposé en nous envoyant des registres, même une autre en dehors de cette réunion. Voilà un peu, je ne sais pas ce que vous en dites. Ok, merci professeur Ngoula, c'est tout à fait, nous remercions nos compatriotes qui ont fait le déplacement dans les conditions sécuritaires qui prévalent actuellement à vous. Nous ne pouvons pas vous retenir beaucoup plus tard parce qu'on ne peut pas vous séparer, chasser conditions oblige. Donc, je vous prie au nom du comité scientifique, au nom de tous les participants, de transmettre nos très sincères remerciements à M. le recteur et aux autorités académiques de l'université. Nous remercions chacun de vous pour votre échine. Nous allons lire ici avec ceux qui sont encore à Kinshasa et qui sont eux-mêmes qui doivent partir. Donc nous allons partager la lecture de ce projet qui sera enrichi comme vous l'avez proposé et qui le comité scientifique pourra alors l'adopter formellement après la délibération des uns et des autres. Et ceux qui sont en ligne, on prendra leurs coordonnées pour leur envoyer le texte. Merci beaucoup. Merci pour la compréhension et merci de la part de l'ICB. Et donc, c'était une première expérience. Et nous pensons que si c'est arrêté, nous allons recevoir l'invitation avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'avoir fait confiance à l'université. Merci d'avoir créé ce cadre qui nous permet de réunifier avec Kinshasa tout en étant quelque peu séparés pour d'autres raisons. Mais je nous remercie de votre suite de travaux de ce côté-là. Pour ceux qui sont à Kinshasa, bien évidemment, et vous-même qui suivez ça à partir des États-Unis, nous vous remercions pour le temps que vous avez mis à préparer tout ça et surtout, de manière générale, pour votre investissement à titre personnel dans la conception et l'opérationnalisation de ce cadre. Merci beaucoup au nom de tout le monde, au nom de l'université, au nom des collègues qui ont accepté de faire des propositions de présentation dans le cadre de l'activité. Nous vous remercions et restons en alerte par rapport aux autres considérations qui pourraient suivre et que nous pouvons développer dans le cadre de la plateforme qui a déjà été créée. Merci beaucoup. Ok. Alors, le professeur à Kinshasa, avec votre permission, je vais lire les propositions pour que nous puissions voir s'il y a des observations rapides à chaud, mais comme nous venons de conclure avec Bukavu, l'adoption formelle ne sera pas faite aujourd'hui. Alors, je vais lire ce propos. Nous, projet de résolution à adopter. Nous, citoyens ayant participé à la 5e journée scientifique de RAREC pour le campus de l'Université de Kinshasa et le campus de l'Université catholique de Bukavu, ainsi qu'en distanciel à travers le monde, le 9 mai 2025. Après avoir entendu les interventions qui ont été exposées par les panélistes, ainsi que les commentaires qui ont été offerts par certains participants, considérant la nécessité d'arrêter définitivement
effectivement le recours à des stratagèmes et manœuvres politiciennes et de manière ultime à la violence et au recours à la lutte armée pour accéder au pouvoir. Avons décidé d'adopter et adoptons en ce jour les résolutions ci-après. 1. Soutenons la convocation d'un référendum devant permettre au peuple d'accepter ou de rejeter la proposition d'établir une assemblée constituante. 2. Demandons au président de la République d'user des prérogatives exclusives que lui confère la Constitution afin de nommer au poste de Premier ministre un technocrate vertueux et compétent pour former un gouvernement technocratique dont la mission primordiale sera de 1. Consistera à 1. Arrêter effectivement la rébellion et 2. Stopper la gabegie et la spoliation des biens publics. 3. Demandons au président de la République d'endosser la pétition que le Comité national pour une Assemblée nationale a adoptée le 3 août 2024 et qui est signée à ce jour par... oui, on me fait remarquer que j'ai fait une faute. Je réponds. Demandons au président de la République d'endosser la pétition à adopter le 3 août 2024 et qui est signée à ce jour par 1067 compatriotes. Fait et adopté à Karamkou et à Kinshasa le 9 mai 2025 à l'issue de la 5e journée scientifique de RAREC. Voilà le texte que nous suite à la salle pour juste avoir une idée, et comme nous avons dit, le texte sera finalisé quand, par le comité scientifique qui sont en merci. Monsieur le modérateur, je vous rends le micro. Bon, cela étant dit, sauf si le professeur a encore quelque chose à dire, sinon, c'est l'occasion pour nous de remercier tous les compatriotes qui ont bien voulu répondre à cette invitation et également à leur contribution. Et comme disait le professeur tout à l'heure après la lecture, le texte il sera éventuellement amendé et puis après il sera diffusé. Sauf s'il y a quelque chose, sinon nous pensons que nous, en présentiel, nous pouvons clôturer en remerciant le recteur de l'université de Kinshasa avec tout le comité de gestion qui ont accepté de parrainer, je ne sais pas dire s'il faut parrainer ou d'être partenaire de cette activité et également tous les autres héros dans l'ombre. C'est ça le dernier message que j'avais, professeur. Vous pouvez peut-être ajouter autre chose avant que l'on entende l'hymne national. Ok, il y a